Fleur claqua la porte de la maison familiale avec une violence qui fit trembler les murs anciens de Séville. « Père, comment avez-vous pu » hurla-t-elle, les larmes coulant sur ses joues, tandis que la fumée âcre d'une photo en train de se consumer emplissait la pièce. Devant elle, son père, le chef de police local, tenait encore l'allumette entre ses doigts, son regard dur comme l'acier, effaçant à jamais le seul témoignage de son amour pour Anaël. Dans les rues animées de Séville, où les flamencos résonnaient comme des cœurs battants, Fleur avait toujours vécu dans l'ombre imposante de son père. Jacques Moreau, un Français expatrié devenu chef de police en Andalousie, incarnait l'autorité inébranlable, un pilier de la loi qui ne tolérait aucune déviation. Fleur, sa fille unique, avait grandi entre les murs d'une villa blanchie à la chaux, entourée de l'odeur des oranges et des secrets bien gardés. À 25 ans, elle était une artiste en herbe, peignant des toiles vibrantes inspirées par les couleurs vives de l'Espagne, mais son cœur battait pour quelque chose de plus profond, de plus interdit dans les yeux de son père. C'était lors d'un festival de flamenco, sous les lumières chatoyantes des lanternes, que Fleur avait rencontré Anaël. Anaël, une Française de 28 ans, venue de Paris pour enseigner la littérature dans une petite école andalouse. Ses cheveux noirs coupés courts encadraient un visage aux traits fins, marqué par une intelligence vive et une sensibilité à fleur de peau. Elles s'étaient croisées au milieu de la foule, leurs regards se croisant comme des éclairs dans la nuit. « Vous dansez comme si le monde n'existait plus », avait murmuré Anaël à Fleur, qui tourbillonnait dans une robe rouge sang. Ce fut le début d'une connexion immédiate, un feu qui s'alluma sans prévenir. Les premiers jours furent un tourbillon de découvertes. Elle se promenait le long du Guadalquivir, main dans la main quand personne ne regardait, partageant des confidences sous les arches du pont de Triana. Fleur racontait son enfance en France, avant que son père ne soit muté en Espagne pour une mission contre le crime organisé. Anaël, elle, parlait de ses rêves brisés à Paris, d'une famille conservatrice qui l'avait poussée à fuir vers le sud. Ici, en Espagne, on respire la liberté, disait-elle, ses yeux bruns pétillants d'espoir. Mais Fleur savait que cette liberté était fragile, surtout sous le toit de Jacques Moreau. Jacques était un homme forgé par la discipline. Veuf depuis 10 ans, il avait élevé Fleur avec une main de fer, instillant en elle les valeurs de l'ordre et de la tradition. Il n'avait jamais soupçonné la nature profonde de sa fille, la voyant comme une extension de son propre honneur. Pourtant, des rumeurs commençaient à circuler dans les couloirs de la police, des collègues l'avaient vue avec une jeune femme, et pas n'importe laquelle. Jacques balayait ses ragots d'un geste, mais au fond de lui, une peur sournoise grandissait. Fleur et Anaël vivaient leur amour en secret, dans des appartements loués à la hâte, où les nuits étaient emplies de murmures et de caresses. « Je t'aime comme on aime la mer, infinie et imprévisible », chuchotait Fleur à Anaël, leur corps entrelacés sous les draps froissés. Anaël répondait par des baisers passionnés, ses doigts traçant des cartes imaginaires sur la peau de Fleur. Elle rêvait d'un avenir ensemble, peut-être à Paris, loin des regards scrutateurs de Séville. Mais le destin en décida autrement. Un soir, lors d'une fête familiale, Jacques surprit un regard trop intime entre les deux femmes. Son visage se figea, et il quitta la pièce sans un mot. Le lendemain, il convoqua Fleur dans son bureau, entouré de dossiers et de badges luisants. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire avec cette Anaël, demanda-t-il d'une voix froide. Fleur, le cœur battant, avoua tout. Les mots sortirent comme un torrent, son amour, sa vérité, sa peur. Jacques écouta en silence, puis se leva, les poings serrés. « Tu me déshonores, Fleur. Je suis chef de police, pas le père d'une déviance. » Les jours suivants furent un enfer. Jacques interdit à Fleur de voir Anaël, la confinant à la maison sous prétexte de sécurité. Anaël, de son côté, envoyait des messages désespérés, jurant de ne pas abandonner. « Nous nous battrons, ma chérie. L'amour triomphe toujours. » Mais Fleur sentait la fissure grandir. Elle vola une photo d'elles deux, prise lors d'un pique-nique à la campagne, et la cacha comme un trésor. Pourtant, l'amour persistait. Elles se rencontraient en cachette, dans les ruelles sombres de la vieille ville, où les guitares pleuraient des mélodies tristes. Anaël apportait des livres de poésie française, lisant à voix haute des vers de Baudelaire qui résonnaient avec leur passion interdite. Fleur peignait des portraits d'Anaël, capturant son essence avec des coups de pinceau fiévreux. «
Tu es mon muse, mon tout, disait-elle. Mais la pression montait. Jacques, utilisant ses connexions policières, commença à enquêter sur Anaëlle, découvrant son passé parisien marqué par des relations tumultueuses. Il la confronta un jour, dans un café discret. « Laissez ma fille tranquille, ou je ferai en sorte que vous regrettiez d'être venu en Espagne. » Anaëlle, tremblante mais déterminée, répondit « Votre fille m'aime, monsieur. Et je l'aime plus que tout. » Fleur apprit cela et explosa de rage. Elle affronta son père, criant des vérités qu'elle avait trop longtemps retenues. « Vous n'êtes pas un père, vous êtes un tyran. » Jacques, blessé, fouilla sa chambre et trouva la photo. Dans un accès de fureur, il l'alluma, la regardant se consumer. Fleur arriva trop tard, ne voyant que les cendres. Les cendres de la photo flottaient encore dans l'air quand Fleur s'effondra au sol, les sanglots secouant son corps frêle. Anaëlle, alertée par un appel paniqué, accourut et la serra dans ses bras, murmurant des mots d'apaisement. Mais le mal était fait, le lien avec le passé était rompu, et une faille béante s'ouvrait dans leur relation. Les semaines suivantes furent marquées par une tension palpable. Fleur, hantée par le geste de son père, oscillait entre colère et désespoir. Elle peignait frénétiquement, des toiles sombres où des figures féminines se noyaient dans des tourbillons de rouge et de noir. Anaëlle tentait de la ramener à la surface, organisant des escapades secrètes vers les plages de Cadix, où les vagues apaisaient leurs âmes tourmentées. « Nous reconstruirons, Fleur. Une photo n'est pas notre amour. » Pourtant, Jacques ne lâchait pas prise. En tant que chef de police, il usait de son influence pour surveiller Anaëlle, la faisant suivre par des agents discrets. Il répandait des rumeurs dans la communauté expatriée française de Séville, peignant Anaëlle comme une influence néfaste. Fleur, déchirée entre sa loyauté filiale et son amour, commençait à douter. Et s'il avait raison? Et si notre amour était une erreur, confia-t-elle un soir à Anaëlle. Anaëlle, blessée, réagit avec une passion ardente. Elle organisa une rencontre clandestine dans un monastère abandonné aux abords de la ville, où elles purent parler librement. « Ton père est prisonnier de ses préjugés, Fleur. Mais nous sommes libres. Souviens-toi de nos nuits à Paris, quand je t'ai emmenée en rêve. » Elles firent l'amour sous les voûtes anciennes, leurs corps fusionnant dans une danse primitive, effaçant temporairement la douleur. Mais le conflit s'intensifia. Jacques, apprenant leur rencontre, décida d'agir. Il contacta un vieil ami à Paris, un psychologue, pour aider Fleur. Il l'envoya en France sous prétexte d'un stage artistique, espérant la séparer d'Anaëlle. Fleur, réticente, accepta pour apaiser les tensions, promettant à Anaëlle de revenir vite. « C'est temporaire, ma amour. Je t'écrirai tous les jours. » À Paris, Fleur se retrouva plongée dans un monde familier mais distant. Elle logeait chez une tante, peignant dans les ateliers du Montmartre, où l'air vibrait de créativité. Les lettres d'Anaëlle arrivaient comme des bouées de sauvetage, pleines de poésie et de désir. « Je sens ton absence comme un vide dans mon cœur, Fleur. Reviens-moi. » Mais Jacques, manipulant les événements, interceptait certaines missives, semant le doute. Anaëlle, seule à Séville, luttait contre la solitude. Elle enseignerait avec ferveur, mais ses nuits étaient hantées par des rêves de Fleur. Un soir, elle rencontra une ancienne amie, une Espagnole nommée Maria, qui lui offrit du réconfort. Maria, charmante et compréhensive, devint une confidente. « L'amour est compliqué, Anaëlle. Peut-être as-tu besoin de respirer. » Anaëlle résista, mais la tentation grandissait. De retour à Séville après un mois, Fleur trouva Anaëlle changée. Elles se retrouvèrent dans un café, mais l'étincelle semblait atténuée. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Fleur. Anaëlle avoua ses doutes, mentionnant Maria sans détail. Fleur, jalouse, explosa. « Tu m'as trahi pendant que je me battais pour nous. » Anaëlle nia, mais le malentendu s'enracina. Leur relation entra dans une spirale de disputes. Fleur accusait Anaëlle de faiblesse, Anaëlle reprochait à Fleur sa dépendance à son père. Jacques, observant de loin, jubilait intérieurement. Il invita Fleur à un dîner familial, où il feignit la réconciliation. « J'ai réfléchi, ma fille. Peut-être ai-je été trop dur.
Mais c'était un piège, il avait invité Maria, révélant une photo compromettante d'Anaël et elle, prise innocemment mais mal interprétée. Fleur, voyant la photo, sentit son monde s'écrouler. « Comment as-tu pu » hurla-t-elle à Anaël par téléphone. Anaël, paniquée, expliqua, « C'est un malentendu. Maria est une amie, rien de plus. Ton père ment. » Mais la graine de la trahison était plantée. Dans un moment de désespoir, Fleur confronta son père. « Vous avez détruit tout ce que j'aime. » « Pourquoi ?» Jacques, les yeux humides pour la première fois, avoua, « Je voulais te protéger. Dans mon monde, l'amour comme le tien n'apporte que souffrance. » Fleur, touchée par cette vulnérabilité, commença à voir l'homme derrière l'uniforme. Anaël, déterminée, organisa une ultime rencontre. Elles se retrouvèrent sur la plaza de España, sous les étoiles. « Je t'aime, Fleur. Oublions le passé. » Elles s'embrassèrent, mais la confiance était ébranlée. Le vent chaud de l'Andalousie balayait la plaza de España, emportant avec lui les promesses fragiles de Fleur et Anaël. Mais la trahison perçut creuser un fossé, et Fleur, le cœur en miettes, rentra chez elle, ignorant les appels d'Anaël. Jacques, sentant la victoire proche, renforça son emprise, proposant à Fleur un poste dans la police artistique, un moyen de la garder sous son aile. Anaël, dévastée, plongea dans son travail, enseignant avec une ferveur nouvelle. Mais les nuits étaient interminables, remplies de regrets. Elle écrivit une lettre à Fleur, une déclaration d'amour pur. « Ma Fleur, sans toi, je suis une ombre. Pardonne-moi les malentendus. » La lettre n'arriva jamais, interceptée par Jacques. Le climax approchait. Lors d'une opération policière majeure contre un réseau de trafic, Jacques fut blessé légèrement, un éclat qui le fit réfléchir. Allongé sur son lit d'hôpital, il appela Fleur. « J'ai eu tort, ma fille. La vie est trop courte pour la haine. » Fleur, émue, visita Anaël en secret. Elles parlèrent des heures, dénouant les nœuds de la jalousie. « Je t'ai cru infidèle, mais c'était la peur qui parlait, » admit Fleur. Pourtant, la trahison ultime vint d'ailleurs. Maria, jalouse de leur lien, révéla à Jacques des détails inventés sur Anaël, la peignant comme une manipulatrice. Jacques, furieux, confronta Anaël directement, menaçant de l'expulser d'Espagne. Anaël, terrifiée, appela Fleur, « Ton père veut me détruire. » Fleur, enragée, affronta son père dans son bureau. « Vous avez brûlé notre photo, maintenant vous voulez brûler notre amour ?» Jacques, face à la détermination de sa fille, craqua. Il avoua ses peurs profondes, la perte de sa femme, la solitude, la crainte de perdre Fleur. « Je pensais te protéger, mais je t'ai blessé. » Des larmes coulèrent sur ses joues burinées. Anaël et Fleur, unies par cette épreuve, décidèrent de fuir. Elles prirent un train pour Barcelone, cherchant refuge chez des amis progressistes. Là, dans la vibrante capitale catalane, elles reconstruisirent leur amour. Fleur peignit une série de toiles inspirées par leur histoire, des œuvres émouvantes exposées dans une galerie locale. Anaël écrivit un roman, dépeignant leur lutte avec une sensibilité poétique. Mais Jacques ne disparut pas. Il envoya une lettre d'excuse, admettant ses erreurs. « J'ai été un père aveugle. Si tu es heureuse, c'est tout ce qui compte. » Fleur, touchée, répondit, invitant à une réconciliation prudente. Leur vie à Barcelone fleurit. Elles adoptèrent un mode de vie bohème, entouré d'artistes et d'activistes LGBT. Leurs nuits étaient emplies de passions renouvelées, leurs jours de projets communs. « Nous avons surmonté l'enfer », murmurait Anaël, caressant les cheveux de Fleur. Pourtant, un twist final surgit. Lors d'une exposition, Jacques apparut, humble et repentant. Il offrit une nouvelle photo, prise en secret lors de leur première rencontre. « Gardez-la, et pardonnez-moi. » Fleur, les larmes aux yeux, l'embrassa. Anaël, magnanime, serra sa main. La famille se reforma, fragile mais réelle. Jacques, retiré de la police, vint vivre près d'elle, apprenant à accepter leur amour. Il devint un allié inattendu, défendant les droits LGBT dans sa communauté. Dans les rues ensoleillées de Barcelone, Fleur et Anaël marchaient main dans la main,
symbole d'un amour triomphant. Jacques, maintenant à la retraite, les rejoignait pour des dîners familiaux, où les rires effaçaient les cicatrices du passé. La photo brûlée n'était plus qu'un souvenir distant, remplacé par une galerie de moments capturés. Leur histoire devint une inspiration. Anaël publia son roman, Les cendres de l'amour, un best-seller en France et en Espagne, touchant des cœurs avec sa profondeur émotionnelle. Fleur exposa ses toiles dans des galeries parisiennes, où les critiques louaient leur intensité romantique. Ensemble, elles fondèrent une association pour soutenir les jeunes LGBT en difficulté, offrant un havre de paix inspiré par leur propre lutte. Jacques, transformé, participa activement. Il parla publiquement de ses erreurs, devenant un défenseur inattendu. « J'étais chef de police, mais j'ai appris que l'amour n'obéit à aucune loi. » Sa rédemption fut complète quand il organisa leur mariage symbolique dans un jardin andalou, sous les oranges qu'il avait tant aimés. Leur vie fut marquée par des hauts et des bas, mais l'amour persistait. Fleur et Anaël adoptèrent une fille, la nommant Esperanza, symbole d'espoir. Jacques, grand-père attentionné, racontait des histoires de France, omettant ses anciens préjugés. Au crépuscule de leur jour, assises sur une terrasse surplombant la mer Méditerranée, Fleur et Anaël se remémoraient leur parcours. « Nous avons vaincu la trahison, la peur, pour trouver la paix, disait Fleur. Anaël répondait, et l'humanité en chacun de nous. La fin fut douce, un testament à la résilience humaine. Jacques partit en paix, laissant une lettre, merci de m'avoir appris à aimer. Fleur et Anaël, unis jusqu'au bout, vécurent leur amour comme un poème français, éternel et profond.